Dans la stratégie d'une entreprise et dans les équipes design, l'une des questions essentielles est comment engager les utilisateurs dans un parcours, mais surtout dans son service ou dans son produit. Dans cet épisode, Liv vous dévoile quelles sont les bonnes techniques pour permettre à chaque utilisateur de réaliser une tâche avec fluidité, de l'accompagner pour permettre un engagement réel de sa part et que l'adoption soit totale. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut Liv, comment vas-tu ? Salut Laurent, ça va bien et toi ? Oui, je te remercie et bienvenue sur le podcast. Merci. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît auprès de nos éditrices et auditeurs ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, je vais commencer par t'expliquer que depuis que je suis petite, j'adore observer les gens. C'est ce qui a fait que je suis devenue UX designer, je pense. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'est la manière dont les objets ou les connaissances vont transformer notre vision du monde et nous transforment nous. Tu vois, on n'est pas la même personne si on a un smartphone ou sans smartphone, par exemple. D'accord, On n'est pas la même personne si on a certaines connaissances ou si on les a pas. absolument. Donc, ça va transformer vraiment notre vision du monde et la manière dont on va agir dans le monde. Et donc, nos expériences vont nous transformer. D'accord, Ok. Et donc, en changeant la manière dont on conçoit des interfaces, eh bien, on va impacter d'une manière ou d'une autre les utilisateurs. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant. Et c'est ce qui m'a amenée à faire des études de psycho, tu vois, pour voir quels sont l'impact de l'environnement sur les comportements. Et ensuite, à me spécialiser en ergonomie appliquée à ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne sais pas si tu te souviens, on si, parlait des NTIC, des TIC, bref. absolument. Voilà, et donc j'ai commencé donc en psycho, en licence 3, à réaliser des expérimentations pour voir en quoi certains designs allaient impacter nos usages. Alors pour la petite anecdote, j'ai commencé par réaliser des expérimentations sur l'impact des gifs animés. Hmm, Parce qu'à l'époque, je parle de ça il y a 20 ans, hein, hmm, on avait des sites qui bougeaient de partout avec des petits gifs qui sautaient dans tous les coins et voilà, des sites très colorés. Et je regardais quel était l'impact sur la recherche d'informations et la mémorisation. Ça, c'est mes toutes premières expériences. d'accord, Donc voilà, vous l'avez compris, hein, j'ai une vingtaine d'années d'expérience et puis, j'ai fait plusieurs choses. Moi, j'ai commencé par, faire de la recherche, puis ensuite j'ai travaillé dans l'innovation et puis en tant que designer également, dans différentes structures et également en freelance et j'ai travaillé, notamment, sur la communication humaine via des systèmes, sur la réalité virtuelle et puis aussi sur, tout ce qui est progiciel, dans différents domaines. d'accord. Et puis, j'ai aussi à cœur de transmettre, comme tu le sais, Hmm, puisque, j'enseigne, depuis longtemps, notamment à l'école de design de Nantes. J'ai été aussi responsable pédagogique au CNAM. J'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle, Psychologie numérique et puis, j'ai écrit plusieurs, livres en UX design. Donc, 33 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la psychologie numérique, publié chez Erol. Et puis, Test utilisateur, tous mes secrets. Donc ça, c'est un livre auto-édité. d'accord, Et donc actuellement, j'ai 2 casquettes. Je suis à la fois chercheuse à l'IMT Atlantique, donc l'Institut Mines Télécom, où je travaille sur la prise de parole en public,
et notamment, on va créer un logiciel pour s'entraîner à la prise de parole en public D'accord, et à la super. fois, je suis toujours, freelance, en UX design, ce qui me permet de continuer à accompagner mes clients. D'accord, super. Vaste programme alors. Voilà, tout à fait. Et donc, comme tu le comprends, bah, moi, ce qui m'a toujours porté, c'est vraiment de mettre l'humain au centre et l'artefact aussi, voir comment, bah, le logiciel, l'application, va impacter nos comportements et notre façon de se comporter dans le monde. D'accord, bah, super ça, tout ça. Et donc, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisque Liv va vous dévoiler une surprise. Alors, nous allons parler aujourd'hui avec toi de comment engager les utilisateurs. Et tout d'abord, je voulais savoir de quoi voulais-tu parler et pourquoi parler de ce sujet dans Design Plus en fait. Et ce qui m'intéresse, donc comme tu l'as compris, c'est vraiment de voir comment on peut transformer les comportements et les expériences des utilisateurs et les accompagner réellement. Pas juste, l'UX design, c'est pas juste proposer des belles interfaces comme tu le sais avec un beau design, mais c'est vraiment accompagner réellement l'utilisateur pour qu'il y ait un réel engagement de sa part, pour qu'on l'aide à faire ce qu'il est venu faire chez nous, hein. Absolument. C'est vraiment ça, ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une expérience qui est bien conçue, elle va changer l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Même si, c'est, des choses un peu futiles, mais si on est content de son expérience, eh bien, pour moi, c'est une réussite en tant que designer. D'accord. Donc, comment on va engager les utilisateurs? Quels sont les moyens de les motiver, à par exemple, à résoudre une activité complexe, qu'ils n'ont jamais faite ou dont ils n'ont pas toutes les compétences? Donc ça peut être, réussir une campagne de financement participatif, par exemple, on en parlera. D'accord. Apprendre une nouvelle compétence comme une langue, changer ses habitudes, par exemple, changer ses habitudes alimentaires, se remettre au sport et cetera. D'accord. Ou alors, réaliser une tâche, qui peut être rébarbative, voilà, je sais pas, faire ses comptes, par exemple, Hmm. tu vois? Quelque chose qu'on a tous envie de faire tous les jours. Voilà et donc, ben, une interface peut réellement un bon design peut vraiment accompagner, nos utilisateurs dans toutes ces tâches. Mhm. Ça peut être, aussi réellement un enjeu stratégique, hein, tu t'en doutes. Moi, j'ai un exemple d'un client, donc, lui, il proposait un service d'orientation des patients par les médecins. Donc, l'idée, c'est qu'un professionnel de santé, un généraliste ou un spécialiste, puisse adresser un patient à des confrères d'autres spécialités, pour s'organiser au mieux et au plus vite pour, les soins pour ses patients, pour organiser les soins pour ses patients. D'accord. Donc, par exemple, ils avaient, déployé, tout un réseau pour s'occuper des bronchiolites pour les bébés, Mhm. parce que c'est une pathologie qu'il faut prendre rapidement, qui peut évoluer rapidement et qui implique, différents professionnels de santé. Donc ça va commencer par le généraliste et puis ça peut être aussi des kinés, et cetera. Absolument, oui. Et donc l'idée, c'était enfin, d'habitude, les médecins, quand ils adressent à un patient, ils vont essayer de joindre, le spécialiste ou alors demander, au patient, d'aller prendre un rendez-vous par lui-même. Mais quand il y a une urgence, ça peut être intéressant de passer par un logiciel qui adresse directement tout le dossier, l'ensemble du dossier, au spécialiste ou, au professionnel de santé et comme ça, la personne, elle peut prendre en charge le patient, rapidement. Elle a tous les éléments, les radios et cetera. Mhm. Donc il y avait vraiment un intérêt fort, dans ce logiciel, mais il y avait une problématique, c'est que les professionnels de santé ne sont pas forcément habitués à faire comme ça, donc il fallait changer leurs usages et donc il fallait vraiment proposer un logiciel qui soit, facile à utiliser, qui soit engageant et qui ait pas de frein, à l'usage parce que ça, c'est vraiment important. Bien sûr, oui. Donc là, tu vois, dans ce cas-là, c'était vraiment important de savoir, comment on allait engager tout de suite les utilisateurs qui sont les professionnels de santé au mieux pour, pouvoir, augmenter l'usage de ce logiciel et puis, réussir à faire vivre, cette entreprise et ce logiciel. D'accord. Ok, d'accord. Dans un premier temps, Liv, peux-tu m'expliquer
qu'est-ce qui va permettre en fait d'engager un utilisateur, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Alors, il faut le guider l'utilisateur, l'amener à réaliser certaines actions dans ce qu'il est venu faire chez nous et puis, tout en gardant à l'esprit qu'il faut éviter de contraindre l'utilisateur, parce qu'on risque, d'entraver l'usage, ou alors de carrément de provoquer l'arrêt de l'usage. L'utilisateur, il en veut pas, voilà, D'accord, ouais. ou de créer de la frustration. Liv, existe-t-il en fait des règles qui peuvent aider les designers, s'il te plaît? Oui, donc je vais te parler du modèle de Fogg, motivation, capacité, déclencheur, et ensuite je te parlerai des principes qui en découlent, qu'on peut utiliser pour, mieux engager les utilisateurs. D'accord, Donc déjà, Fogg, c'est un chercheur, de Stanford en design comportemental. Il a introduit le terme de persuasive technology. Alors le terme persuasive en anglais, on peut le traduire par convaincant. En français, ça me semble plus adapté d'accord, et donc l'idée, c'est que, les interfaces, en fait, peuvent être convaincantes, peuvent amener à faire changer les comportements des gens. d'accord, Donc notamment, il a proposé un modèle de l'engagement dans un comportement en 8 étapes. d'accord. Alors je le détaille pas ici, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la description, dans mon livre ou sur YouTube. J'ai une conférence qui en parle. Je parlerai plutôt de la théorie motivation capacité déclencheur. D'accord. Et puis, Fogg, il joue du ukulélé. Super intéressant. Et oui, effectivement. Remarque, ça peut être assez compliqué quand même, d'après ce que je sais, mais bon. Donc, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que propose le modèle motivation, capacité de déclencheur de Fogg, s'il te plaît? Oui, alors, tout d'abord, donc je dois expliquer comment un comportement survient. Donc il faut ces 3 ingrédients, motivation, capacité et déclencheur. C'est un peu comme quand on allume un feu, tu sais, Hmm, il faut, une matière à brûler, donc un combustible, du bois par exemple. d'accord, Il faut de l'air et il faut un déclencheur qui va être une flamme ou une étincelle. d'accord, Donc on imagine, 2 axes. L'un, c'est la motivation, donc elle va d'une motivation faible, voire inexistante, à une motivation forte. Est-ce que l'utilisateur a envie de faire telle ou telle chose? mhm, Et l'autre axe, c'est la capacité. Donc le facteur capacité est favorisé par la perception d'un accès facilité au comportement. d'accord, Donc ça va de capacité, faible, voire inexistante, à capacité forte, donc il sait faire vraiment aisément le comportement. d'accord, Le troisième ingrédient, qui entre en ligne de compte, c'est le déclencheur. Donc le déclencheur, c'est l'événement ou micro-événement qui appelle l'utilisateur à réaliser le comportement ciblé tout de suite, maintenant. Donc le déclencheur, c'est un petit peu, dans ma métaphore, c'est un peu comme l'allumette qui permet de faire partir le feu. d'accord, On a beau avoir du bois et de l'air, s'il n'y a pas le déclencheur du feu, ça prendra pas. En effectivement. gros, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous faut un déclencheur. Même si, c'est vraiment une toute petite étincelle, mais en tout cas, c'est nécessaire. D'accord. Du coup, Liv, est-ce que tu peux nous donner des exemples, s'il te plaît? Oui, alors je vais t'expliquer le modèle à partir de 2 exemples. Imaginons Adrien qui est UX designer indépendant. Il a un site internet, et il souhaite que les visiteurs de son site s'inscrivent à sa newsletter D'accord, et pour ce faire, ben, ils doivent accepter de recevoir la newsletter et entrer leur adresse mail. absolument. Donc c'est une capacité, qui nécessite, c'est un comportement qui nécessite peu de capacité, on est d'accord? Mhm. Après, est-ce qu'ils sont motivés? Bon, on peut imaginer qu'il y a 2 types, d'utilisateurs. Il y a ceux qui sont motivés parce qu'ils suivent, mettons Adrien depuis un moment et qui se disent: «Bah, ça peut être sympa, d'être inscrit à sa newsletter, de recevoir ses infos et cetera». D'accord, Et puis ceux, qui viennent de débarquer sur le site, qui connaissent pas du tout Adrien et qui se disent: «Bah, je vois pas pourquoi je m'inscrirais, à la newsletter, ça va me faire, ça va me spammer et puis c'est tout». d'accord, ok, Donc pour ceux pour les 2 publics, en fait, on peut proposer des déclencheurs.
Pour ceux qui sont motivés, le déclencheur, en fait, il suffira juste de leur indiquer, «Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir, telle et telle chose» et là, ça va déclencher le comportement. Mmh. Par contre, pour ceux qui sont pas motivés, eh bien, il va falloir un déclencheur différent. Il va falloir, leur, peut-être argumenter ou, offrir un cadeau. Tu vois, des fois, on offre un livre blanc ou, un cadeau qui va les motiver à s'inscrire à la newsletter. D'accord, OK. Un autre exemple, c'est le cas de Laura qui souhaite, perfectionner son espagnol. D'accord, Elle est très motivée parce qu'elle souhaite, partir en Amérique du Sud et donc elle aimerait bien, pouvoir parler espagnol. Mais par contre, elle est nulle en espagnol, donc elle a une motivation forte, mais elle a une capacité faible. d'accord, Donc ici, on l'idée, c'est de l'accompagner dans l'apprentissage de sa langue. Donc elle a décidé de passer par une application d'apprentissage de la langue. Et donc, on peut utiliser les principes de guidage de Fogg, qui consiste à proposer un parcours où on va lui proposer une série d'étapes qui découpent l'objectif général. Donc, typiquement, ça va être proposer des exercices qui sont courts et adaptés à son niveau afin qu'elle se sente en capacité et tu vois, quand on fait des exercices et qu'on réussit, 9 exercices sur 10 et ben, on se dit: «Ah bah, finalement, je suis pas si nulle» et donc on va, quelque part, ça va augmenter sa motivation, de faire d'autres exercices et voilà, de jour en jour, on va augmenter son niveau, objectif d'espagnol. d'accord, OK. Effectivement, il y a une application qui est très forte, là-dedans. Je crois que c'est Duolingo, en plus, qui propose, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment inscrit avec, du gaming et tout dedans. C'est vraiment, assez puissant, l'UX et le design et la conception qu'il y a derrière. Oui, tout à fait, ouais, j'avais vu, effectivement, il joue pas mal sur la gamification. Absolument, oui, tout à fait. Du coup, quand tu parles de ce modèle Live, est-ce que, ça serait pas un peu de la manipulation de la technologie, «persuasive» entre guillemets, quoi? Alors, quand on parle du modèle motivation capacité déclencheur, Fogg le dit lui-même, hein, il faut être au clair sur ce qu'on fait et quel comportement on va essayer de faire changer aux utilisateurs. D'accord, Et puis on change leur comportement et on change pas leur attitude, c'est-à-dire leur manière de penser. Ça, c'est fondamental et bien sûr, on n'essaye pas de manipuler les gens. Ils sont au clair s'ils veulent, s'inscrire, sur une application pour apprendre une langue, voilà, ils sont volontaires, ils sont consentants. Donc l'idée, c'est vraiment, de pas faire des choses, en dehors du consentement des personnes. d'accord, Voilà et donc vraiment ce modèle, il nous permet d'aider les gens à passer à l'action. Alors le modèle en soi, il est ni bon, ni mauvais, c'est la manière dont on va l'utiliser aussi, hein, clairement. c'est clair. Donc il nous apporte des outils en tant que designer, et puis, après ça peut être l'objectif, ça peut être aussi, faire acheter des choses, dont les gens ont pas besoin. Enfin, je pense que c'est ensuite en tant que designer, d'être au clair aussi avec, quels sont les objectifs, qu'on va, qu'on les objectifs, qu'on a, nous, en tant que designer et pourquoi on fait les choses. D'accord, effectivement, oui, tout à fait, d'accord. Et donc, tu parlais à plusieurs reprises de déclencheurs. Donc, si je comprends bien, finalement, il y a plusieurs types de déclencheurs, c'est ça? Oui, en fait, il y a plusieurs types de déclencheurs en fonction du niveau de capacité, de motivation, hein. Donc, on peut en distinguer 3. Fogg en distingue 3 types de déclencheurs. Donc, il y a l'étincelle, les facilitateurs et les signaux. D'accord, Donc, je vais vous les décrire. Les déclencheurs étincelles, on en a parlé, c'est un déclencheur qui motive le comportement, tout de suite maintenant. d'accord, Quand on manque de motivation pour déclencher un comportement, on utilise ce type de déclencheur. Donc c'est typiquement, le cadeau qu'on va offrir, pour, s'inscrire à la newsletter. OK. Hein. Le déclencheur donc est reconnu et lié à un comportement cible. Donc là, le comportement cible, c'est s'inscrire à la newsletter. Mmh. Il est présenté à un moment où les utilisateurs peuvent agir
Donc, ils ont les capacités de s'inscrire à cette newsletter. D'accord. Et ensuite, peu importe le canal ou la forme, ça peut être, je sais pas, via une vidéo, ça peut être, une pop-up, ça peut être, voilà, ce déclencheur étincelle, il peut prendre plusieurs formes. D'accord. Ensuite, on a les déclencheurs facilitateurs, qui rendent le comportement plus facile. Donc ils sont adaptés pour les cas où il y a une forte motivation, mais peu de capacité. Donc ce déclencheur va venir aider à rendre le comportement plus facile à effectuer. Donc je te donne un exemple. Si toi tu veux réaliser des travaux d'isolation dans ta maison, Mhm. mais que tu as pas de compétences en isolation, tu sais pas, est-ce qu'il faut mieux changer les fenêtres, est-ce qu'il faut mieux isoler la toiture, tu connais rien, Mhm. bah là, on va pouvoir te proposer un déclencheur, un design, un déclencheur facilitateur. Par exemple, on va te proposer un questionnaire pour te répondre de manière adaptée et te dire, bah voilà, en fait, le mieux à faire chez toi, les premiers travaux qu'il faudrait faire, ce serait plutôt changer la toiture parce que c'est là où il y a le plus de problèmes, en tout cas pour ton cas à toi. D'accord. Donc vraiment, on va simplifier les informations, on va faire le tri, pour toi et ce qui va permettre de déclencher le comportement. Peut-être que c'est ça qui va permettre de dire: «Ah ben, OK, d'accord, bah, je prends un devis, je vais faire un devis pour faire ces travaux». D'accord. Ok, je comprends. Et ensuite, dernier type de déclencheur, on a les signaux, donc ce qui indique un rappel. Donc on a déjà une forte motivation et une forte capacité, mais parfois ça suffit pas, il faut qu'on ait des rappels, à certains moments pour se rappeler que: «Ah oui, on veut émettre ce comportement». Donc ça va être, par exemple, tout ce qui est appli, de podomètre qui propose des rappels. Les jours où on n'a pas marché assez, par exemple, ils vont te dire: «Bah, voilà, là, tu pas beaucoup marché, peut-être que, ce serait le moment» et cetera et donc ça va nous faire un rappel qui va nous permettre de déclencher le comportement. D'accord. Le déclencheur signal, c'est des notifications, par exemple? Oui, ça peut être ça, oui, oui, c'est vraiment, en fait, c'est des petits déclencheurs puisqu'on a déjà une Hmm. motivation qui est forte et une capacité qui est forte. Faut juste, se le rappeler, puis trouver le moment pour le faire. Tu vois, D'accord. il y a plein de choses au quotidien où on se dit: «Ah bah, ce serait bien de lire un peu chaque jour, ce serait bien», mais on prend pas forcément le temps. Donc là, l'idée, c'est que en fait, on pourrait imaginer des designs, donc les notifications, c'est tout à fait adapté dans ce cas-là pour rappeler à l'utilisateur: «Alors, est-ce que vous avez trouvé le temps aujourd'hui, de lire quelques pages d'un livre?» par exemple. D'accord. Et effectivement, pour revenir à Duolingo, si tu déclenches les notifications, tu en as presque je crois que la dernière fois, j'en avais presque une toutes les heures, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment, moi qui en mets pas beaucoup, c'était assez surprenant. Voilà, petit Ouais, aparté. pour le coup, c'est peut-être un peu trop, Ouais, mais c'était ça un dépend des ouais, ouais, utilisateurs. mais je dis peut-être pas toutes les heures, mais il y en avait une presque, je sais pas, il y en avait au moins 2 à 3 par jour et c'était vraiment, assez insupportable. Bref. Donc on parlait de ce modèle et alors du coup, qu'est-ce qu'on apprend spécifiquement avec, ce modèle alors? Moi, ce que j'aime bien, dans ce modèle, c'est que ça nous permet de comprendre qu'au-delà de la motivation forte et de la capacité forte, d'ailleurs on peut moduler, hein, motivation, capacité, on en reparlera, mais le déclencheur, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte et qu'on va pouvoir, designer, auquel on va pouvoir penser dans nos designs, tu vois? D'accord. Et donc justement, bah, ces déclencheurs, comme tu le disais, il faut que ce soit enfin, comme l'exemple, dont tu nous parles, il faut que ce soit qu'il soit pertinent, en fait, qu'il Mmh. soit, produit au bon moment, vraiment à la bonne dose. Donc ça, c'est vraiment du design et puis, c'est vraiment la démarche, UX design qui va nous permettre de savoir un peu comment, exactement les proposer. Mais l'idée là, c'est que, les déclencheurs, c'est vraiment nécessaire et parfois on les oublie un peu. D'accord. Donc tu parles de motivation, de capacité. Est-ce que ce sont, purement des caractéristiques, extérieures ou bien on a des leviers d'action, dessus?
Alors oui, tout à fait, on a des leviers d'action, bien sûr dessus. Il existe certains aspects qui vont les faire varier. Donc, par exemple, pour la motivation, ça peut être le plaisir ou alors l'évitement de la souffrance qui va permettre de moduler, la motivation. Hein, donc, évidemment, le plaisir qu'on anticipe, va augmenter la motivation et à l'inverse, bah, on va essayer d'éviter la souffrance. Donc, typiquement, en général, on essaye de prendre des rendez-vous chez le dentiste régulièrement, tu vois? En se disant: «Bah, c'est pas pour le plaisir d'aller chez le dentiste, mais c'est pour se dire: "Bah, voilà, comme ça, si j'y vais régulièrement, j'anticipe, l'évitement d'une souffrance qui pourrait arriver si j'ai les dents pourries et que je le sais pas", tu vois? Voilà, c'est un D'accord, exemple comme un autre, effectivement. mais c'est un peu ça, donc qui va faire venir, moduler la motivation. Donc nous, en tant que designer et ben, on peut aussi, jouer sur ces aspects-là, tu vois? En faisant, justement Mmh. des rappels, bon là, je parle du dentiste, mais tu vois, mmh, on parle de prévention ici, enfin, voilà, ça peut, moduler la motivation chez D'accord. l'utilisateur. On a l'espoir et la peur aussi qui sont des grands facteurs de modulation de la motivation. Donc, l'espoir, bah, par exemple, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, c'est qu'on a l'espoir de rencontrer, voilà, quelqu'un avec qui on va vivre une belle histoire, par D'accord. exemple. Ou la peur, bah, c'est quand on commande une alarme pour sa maison parce que, on a peur de se faire cambrioler quand on part en vacances. Donc, ça, je parle de modulateurs qui sont assez puissants, Mmh, mmh, mmh. hein, qui sont vraiment en nous, et puis, pour finir sur la motivation, bah, c'est l'acceptation sociale ou le rejet social, donc qui sont aussi des des grands facteurs, qui vont être motivants pour nous, donc qui vont nous motiver, par exemple, à maintenir le lien social, avec nos amis en mettant des messages réguliers sur Facebook, par exemple. D'accord. Ouais, effectivement, ouais, et puis, ils sont comment dire? Les réseaux sociaux sont en mesure, en plus, de ne pas nous faire oublier, qu'il faut qu'on ajoute du contenu, chez eux. Ça, c'est Oui, bah, ils clair. maîtrisent, les déclencheurs, signaux. On va dire ça comme ça. Oui, oui, absolument, tout à fait, oui. En termes de capacité, ben, on peut citer 6 ressources qui peuvent moduler les capacités. Donc les capacités, je rappelle, c'est on se sent en capacité de produire ou pas un comportement. D'accord. Donc il y a le temps qu'on a, hein, forcément si on a plus ou moins de temps, on va pouvoir, se sentir en capacité de faire telle ou telle chose. Il y a l'argent qu'on a qui est une ressource aussi, ça va être l'effort physique. L'effort intellectuel aussi qui est nécessaire, donc ben, tu vois, on parlait d'apprendre une langue, le temps et l'effort intellectuel, par exemple, ça va être, voilà, des choses qui vont venir, en fonction des gens, moduler, la perception de la capacité à y arriver, Mmh mh. tu vois? D'accord. Les conventions sociales aussi, un comportement qui sera rendu plus difficile s'il doit rentrer en contradiction avec les normes sociales. Si tu te dis: «Je vais faire, quelque chose, dans la rue au vu de tout le monde, qui est complètement, en dehors des clous, des normes sociales», ça va être plus difficile à faire. D'accord, oui, je me doute. Voilà. Et puis la non-routine aussi, quand ça s'inscrit dans une non-routine, donc quand on doit faire quelque chose en plus, donc là, je pense par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut se remettre au sport de façon quotidienne, bah, il est pas habitué, à l'inscrire dans sa routine et ben, au départ, ça va être un peu plus compliqué. Donc tout ça pour dire qu'aussi les capacités, ça varie en fonction des personnes et des contextes. Certaines personnes, par exemple, ont plus de temps, d'autres, plus d'argent. Donc les contraintes, elles vont peser sur leurs capacités de manière différente. D'accord. Donc, en tant que UX designer, bah, nous, on doit se poser la question, hein, c'est la question, de base, c'est qui sont nos utilisateurs et quelles contraintes ils vont avoir et comment ça va peser sur leur perception de leurs capacités. D'accord. Hein, tu vois? C'est en ça, ce modèle, il est intéressant parce que ça va nous permettre de regarder vraiment ça, finement. D'accord. OK.
Ensuite, ce que je voulais te dire aussi, c'est que comment on fait pour changer le comportement d'un utilisateur? Quelles sont les différentes, étapes? D'accord. Je vais pas détailler ici, mais par contre, vous pouvez retrouver le descriptif et puis des exemples de ces 8 étapes dans mon livre «35 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la psychologie numérique» aux éditions Erol, qui est sorti en mars dernier. Mhm. D'accord. Par contre, j'aimerais détailler, si tu veux bien, les techniques d'engagement des utilisateurs que vous pouvez proposer. D'accord. Donc, il y a 8 étapes. Déjà, la première, c'est évidemment de choisir un comportement simple à cibler. Donc de pas essayer, si quelqu'un veut se remettre au sport, on va pas lui faire tout de suite un marathon, tu Euh, vois? C'est ça l'idée. On va lui proposer déjà de faire, peut-être 5 ou 10 minutes, d'étirements et puis de mouvements par jour, ce sera déjà pas mal. d'accord, effectivement, oui. Ensuite, on va identifier une audience qui sera réceptive. 3e étape, on va trouver ce qui empêche le comportement cible. Donc, qu'est-ce qui fait baisser la motivation ou les capacités? Donc là, on a un certain nombre de d'ingrédients qu'on peut regarder avec ce modèle. D'accord. Ensuite, on va choisir un canal de communication habituel. On va pas essayer de faire changer d'habitude les gens. Si les gens, ils ont pas de smartphone, on va pas leur faire acheter un smartphone pour faire du sport, tu vois, par Ouais, exemple. d'accord, ouais, effectivement. Donc voilà, on va, passer par un autre moyen. Ensuite, on va trouver des exemples pertinents de techniques d'engagement des utilisateurs et donc pour ça, moi, je vais vous en décrire dans la suite de cet entretien, des techniques d'engagement. Ensuite, on va imiter les réussites. Donc ça va être intéressant de regarder ce que font les autres. Tu vois, tu nous donnais, un exemple tout à l'heure, ben, ça peut être intéressant de voir ce que eux font, comment ils le font. Peut-être mettre dans un domaine différent qui est l'apprentissage d'une langue. Mais si nous, on veut, voilà, faire, prendre des habitudes alimentaires à une personne et ben, on va regarder comment, des applications qui réussissent ont permis d'apprendre des langues à des personnes et puis on pourrait, transposer ces in Dupliquer, ouais, ouais, ouais. dupliquer, transposer, ces réussites. Ensuite, on va tester et itérer rapidement. Bon, ça, c'est des choses qu'en tant qu'UX, on sait bien faire. Oui. Et puis ensuite étendre son succès donc l'idée c'est vraiment de, ensuite peut-être, on a fait faire, 5-10 minutes de sport à la personne, bah, peut-être qu'on va lui essayer de lui donner envie de faire encore plus de sport, par exemple. D'accord. Est-ce que dans le dernier point, dans la dernière étape sur étendre son succès, c'est aussi féliciter la personne, communiquer sur sa réussite, par exemple, aussi? Ah oui, bien sûr, oui. Bah, d'ailleurs, ça fait partie, des principes, qu'on a à disposition, D'accord. pour motiver la personne. C'est le fait de célébrer effectivement les réussites. Ça, c'est des choses, dans tout ce qui est motivation d'équipe et cetera, c'est des choses qu'on utilise beaucoup, et qui font partie des principes d'engagement effectivement. Alors bon, là, l'idée dans ce modèle-là, étendre, c'est plutôt, une fois qu'on a convaincu la personne sur une chose, on va pouvoir la convaincre sur autre chose. Mmh. Je te donne un exemple. Mettons qu'on vende des couches, lavables. D'accord. Voilà, donc tu as envie, c'est un comportement qui est pas forcément, classique. Enfin, la plupart des parents utilisent plutôt des couches, jetables. Mmh. Donc, toi, tu as envie de promouvoir les couches lavables parce que, tu penses que c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour l'enfant, tout un tas de raisons et que tu en fais le commerce donc, c'est dans ton intérêt aussi D'accord. et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas forcément commencer à essayer de convaincre les gens sur les couches lavables, mais tu vas peut-être, les convaincre, d'utiliser des lingettes lavables, par Mmh. exemple, tu vois? Au lieu d'utiliser des jetables. Donc peut-être, ça va être ça la première étape. Tu vas faire la promotion et la vente des couches, des lingettes, pardon Lavable, ouais. et ensuite, dernière étape, tu vas étendre, ça avec, tes couches lavables. Tu vois un D'accord. peu le principe? OK. Donc, on vend pas tout immédiatement, par exemple, le produit, mais on essaie de trouver
un autre type de déclencheur, quoi, en fait, c'est ça? Voilà, bah, ça dépend en fait des utilisateurs que tu as en face de Mmh. toi. Tu vois, si c'est vraiment des gens, qui utilisent, du tout jetable, bah, faut y entre guillemets, tu peux pas leur demander, non plus de tout de suite, de tout révolutionner chez eux, si tu veux. Mmh. Donc, D'accord. après si tu sens que, voilà, c'est des gens qui sont quand même qui ont envie de changer de comportement, hein. L'idée, c'est pas de convaincre des gens qui, de toute façon sont pas persuadés du truc, mais s'ils ont envie, voilà, d'évoluer vers, une consommation plus, éco-responsable, mettons, eh bien, tu vas commencer par leur parler, des lingettes et puis ensuite, voilà, tu leur parleras des couches dans un second temps s'ils sont réceptifs et si ça a fonctionné. D'accord. Liv, est-ce que tu peux nous donner, d'autres, principes, de ce type, en fait, s'il te plaît? Oui, alors ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était, les principes, de Wanas Kukkonen et Harjuma de 2009, qui sont 2 chercheurs finlandais qui se sont appuyés sur les travaux de Fogg pour proposer une liste de 28 principes qui sont répartis en 4 grandes dimensions. D'accord. Donc les dimensions, c'est, les principes supports de la tâche principale, les principes supports du dialogue, feedback, les principes supports de la crédibilité du système et les principes supports par le social. Effectivement, ça en fait, beaucoup et ça a l'air, très intéressant. Peux-tu nous détailler, quelques principes qui ont été mis en place par ces 2 chercheurs finlandais, s'il te plaît? Oui, oui, tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner les 4 dimensions. À chaque fois, je vais te les définir et puis je vais te donner des exemples. Je D'accord. vais pas détailler les 28 parce que ça ferait beaucoup quand même, là, pour nos auditeurs à Ouais, retenir. Mais en tout cas, ils peuvent les trouver, dans mon livre aussi, hein, donc mais je vais t'en donner, les principes principaux. d'accord, Donc on va commencer par les principes supports de la tâche principale. d'accord, Donc en quoi ça consiste? Donc c'est la manière dont on va engager les utilisateurs en optimisant certains éléments de la tâche principale. d'accord. Donc par exemple, il y a un principe de simplification. Donc, on va essayer de faire en sorte que notre design, il simplifie la vie au maximum des utilisateurs, notamment les comportements, complexes, il va les transformer en tâches simples, Mmh. hein, et ça deviendra plus persuasif. Par exemple, ça, on a très souvent ça quand on doit prendre un abonnement pour un logiciel. En général, il y a plusieurs fonctionnalités et on va tomber sur, des tableaux. En général, c'est 3 propositions d'abonnement et on va tomber sur des tableaux en fonction des fonctionnalités qui sont proposées. Elles y sont ou elles y sont pas en fonction de ta formule d'abonnement. D'accord, Si c'était simplement une explication textuelle, eh bien, on a l'abonnement machin qui, fait ça, ça, ça et ça et ça. En fait, tu te prendrais la tête en te disant: «Bah, attends, oui, mais est-ce que cette fonctionnalité, j'en ai besoin?» et cetera. Là, le fait de proposer des tableaux, ça te permet de voir la différence entre les différentes formules et de faire ton choix. d'accord. Effectivement, en plus, c'est un modèle qui est répliqué dans partout aujourd'hui, les 3, 4 ou 5 formules qui sont affichées les unes à côté des autres et finalement, c'est vrai que, visuellement, c'est beaucoup plus simple. Des fois que et encore, mais au moins tu as les 5 formules ou les 4 formules ou les 3 formules qui sont, sous tes yeux et c'est beaucoup plus simple à lire en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est un principe qui existe, déjà pour la vente de logiciels, mais qui existe pas partout et qu'on pourrait transposer pour d'autres usages. Notamment, il y a plein d'objets que tu peux acheter, où, quand toi, techniquement, tu comprends pas trop, quelles sont les différentes fonctionnalités, à quoi ça sert et cetera. Où, finalement, on pourrait simplifier les choses, pour toi et te présenter les différents éléments, les différentes fonctionnalités de cet objet de manière beaucoup plus simple, en fait. Ouais, que Hem, d'avoir une liste ou, d'avoir un PDF à ouais. ouvrir et lire toute la nomenclature de l'appareil ou un truc comme ça, oui, d'accord, OK. Ouais, c'est ça. Bah, même, les appareils photo, même un aspirateur. Mmh. Aujourd'hui, tu vas acheter un aspirateur, c'est hyper compliqué. Heu
Donc, il y a des sites qui proposent ça, des comparateurs avec des listes, etc. Mais ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, il y a d'autres, ça pourrait être appliqué aussi à d'autres applications, d'autres domaines, pas forcément l'achat de logiciels ou d'objets, mais ça pourrait être aussi d'autres choses, tu vois. D'accord, ok, très bien. Donc, la simplification, c'est un bon exemple qui montre que ça donne les capacités d'agir. On va avoir l'adaptation et la personnalisation aussi. Mhm. Donc, les informations seront plus persuasives si elles sont adaptées aux besoins, aux intérêts et à la personnalité de l'utilisateur en particulier. On est tous sensibles à des choses différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, voilà, enfin, les voitures, par exemple, elles ont des couleurs différentes, rouge, bleu, gris, etc. Parce qu'on a tous des envies et des goûts particuliers. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter, de personnaliser votre design à la personne en particulier et à ses aspirations. D'accord. Donc, on a aussi le principe d'autosurveillance. Donc ça, c'est tout ce qui permet des systèmes qui permettent de comptabiliser, de garder une trace de ses propres performances ou de ses objectifs achevés. Donc, ça va être l'exemple de l'application Strava, par exemple, D'accord. qui permet d'enregistrer ses performances de course à pied. Est-ce que tu l'utilises, Laurent? Non, non, pas du tout, mais je reviens, je reviens à Duolingo effectivement, qui te permet de, je crois, au début de te, comment dire, de choisir tes objectifs. Voilà, je vais y arriver. De choisir tes objectifs une fois que tu ouvres l'app. Et en fait, à la fin de ta session, entre guillemets, elle te félicite selon les étapes réalisées au cours de l'apprentissage. Et à chaque fois, tu as toute la gamification, etc. Mais par contre, elle te dit jamais, effectivement, que là, tu n'as pas réussi ou que ça, il n'y a pas de terme négatif, quoi, en fait. Voilà. Oui, c'est encourager, Mm. féliciter. Ouais, effectivement, c'est très performant. Ça permet vraiment de se dire, bon, bah, ok, je vois qu'il me reste du chemin à parcourir, mais bon, j'ai déjà réalisé ça. Et le fait que ce soit comptabilisé, etc., ça te permet de te rassurer quelque part et de te remotiver aussi parce que Oui, oui, tout à la- fait. ouais, l'apprentissage d'une langue, c'est quand même long et fastidieux. Donc, effectivement, avoir des petits encouragements en cours de route, c'est quand même plus sympa. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Et même pour se remettre au sport ou de course à pied pour l'application Strava, effectivement, ça peut être très motivant d'avoir des points réguliers, etc. Voilà, pour rester motivé, Mm. effectivement. Alors, bah, maintenant, je vais te parler de la deuxième dimension, qui sont les principes support du dialogue. Donc, tout ce qui est feedback dans l'application. D'accord. Bah, justement, on vient d'en parler, tu vois. J'ai noté encenser l'utilisateur, donc lui faire des éloges. Donc, voilà, on vient de donner un exemple. Ça peut être le récompenser aussi, lui apporter des récompenses, donc je sais pas, des bons cadeaux. Ça peut être aussi le récompenser par rapport à lui apporter des grades d'utilisateur. Chez Blablacar, ils font ça. Tu peux passer expert, tu peux ambassadeur. Enfin, il y a plusieurs grades, il me semble. Ouais. Et on trouve ça sur plusieurs sites pour dire, c'est un peu, bah voilà, maintenant vous êtes VIP et ça motive aussi. Et c'est un signal aussi à l'utilisateur, ça l'encourage en fait pour utiliser l'application. Ouais, et puis, excuse-moi de te couper, mais effectivement, je pense que encenser l'utilisateur, je pense que dans les jeux vidéo, c'est le grand, c'est un des grands principes qui est utilisé à chaque étape pour motiver les joueurs. Il y a aussi la possibilité de suggérer des choses. Donc, on peut faire des suggestions à l'utilisateur vraiment au moment opportun. Si vraiment c'est un moment qu'on a identifié clé où l'utilisateur doit faire des choix, on peut lui suggérer des choses. J'ai un exemple qui me vient en tête comme ça. Ça peut être par exemple proposer des goûters plus sains à ses enfants. Et bien peut-être qu'on peut recevoir une notification Hmm. qui permet au moment du goûter, au moment où on prépare le goûter,
de se dire, bah, peut-être que vous pouvez lui donner un fruit, par exemple, à la place d'un gâteau. Voilà, c'est un exemple parmi D'accord, d'autres. OK. Ensuite, on va passer à la dimension crédibilité du service, donc la troisième dimension, qui définit l'ensemble des moyens pour renforcer la crédibilité des utilisateurs vis-à-vis du service. Donc je fais une parenthèse parce que la crédibilité, c'est un facteur qui est vraiment important. Il y a des chercheurs français, Nemery et Brangier, qui ont beaucoup travaillé sur la question. Donc le service doit paraître crédible aux yeux des utilisateurs et c'est ça qui permet, par exemple, la fidélité à une marque, ça permet, beaucoup de choses quand un service quel qu'il soit, paraît, crédible par rapport à un autre, c'est on a gagné, entre guillemets «le cœur» de ses utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour une application, un site et cetera. D'accord, oui. Parmi ces principes, on va avoir le sérieux, la fiabilité. Donc on sait que si, par exemple, on commande quelque chose à ce site-là, on va le recevoir et cetera. Ça va être, l'expertise aussi, et puis, également la crédibilité de surface après inspection rapide. Donc Alors je veux bien un exemple. ouais, ça, je trouvais ça important et intéressant. C'est quand l'utilisateur arrive sur un site, c'est un peu comme la première impression qu'on a Mmh, d'une personne. Tu sais, on d'accord. dit toujours que c'est très important, mais en fait, la première impression d'un site, ça va être hyper important aussi. C'est-à-dire, on va, observer la page, d'atterrissage, on va regarder en quelques microsecondes, on se fait une idée sur le design et sur l'UX notamment, alors qu'on n'a pas du tout touché à sa souris, tu vois? Mais, Mmh, mmh, mmh. on va se faire une idée d'a priori. Alors ça va être lié au graphisme, à la quantité de texte, à la qualité des images, tout un tas de critères comme ça qui va faire que, on va se dire: «Ce site est crédible ou pas». D'accord. On parlait des gifs animés tout à l'heure. Il existe encore quelques sites, où on a la fameuse barre, je ne sais pas si tu te souviens, tu as une barre multicolore là qui bougeait. Ouais, ouais, C'était très présent dans les sites dans les années, enfin il y a une vingtaine, 15-20 ans d'accord. et imagine, tu arrives sur un site, de vente, n'importe quel objet et tu vois ce truc-là, tu te dis: «Non mais c'est pas crédible». Ouais, ouais, surtout, oui, surtout si ou alors c'est fait exprès mais ça veut dire que tout le site est conçu, façon oldie mais volontairement, quoi. Oui, ça peut être, kitsch, vraiment un côté kitsch, mais voulu, mais dans ce cas-là, ça se sent, tu vois? Mmh mh. Bah, oui, tout à fait. Effectivement. Donc tout ça, c'est des critères qui vont aider ou desservir, la crédibilité qu'on va donner à un service. D'accord, OK, effectivement. Et quatrième dimension, quatrième et dernière dimension, c'est, le support social, principe support par le social. Donc, on va favoriser l'engagement en s'appuyant sur des principes sociaux. Mmh Donc, mh. je te donne un exemple. Ça peut être la comparaison sociale. Donc, on joue sur une sorte de compétition entre utilisateurs. Donc, je sais qu'à un moment, EDF faisait ça. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Tu pouvais, en fonction de ton foyer, tu mets le nombre de personnes, etc. Bref, tu as ta consommation électrique et ils te disent si tu consommes plus ou moins qu'un foyer classique, enfin un foyer similaire, pardon. Mmh mh. Donc, mettons, vous êtes 2 adultes, 2 enfants, bah, ils vont comparer la consommation électrique à ce type de foyer et ils vont te dire: «Bah, félicitations, vous consommez 15 de moins que la plupart des foyers similaires aux D'accord, vôtres». OK. D'accord, je comprends. Donc ça peut être motivant, que tu sois meilleur ou que tu sois moins bon, on a toujours envie de se comparer, enfin c'est Ouais, ouais, bien humain, hein, on sûr, se ouais. compare aux autres et du coup, on a envie de faire mieux, Mmh tu mh. vois? Et donc c'est une espèce de ça permet aussi ce genre de choses, on a l'influence normative aussi. Donc un autre exemple, là, c'est sur, un challenge, pour, manger vegan. D'accord, Donc ça s'appelle le Veggie, Challenge sur, veganpratique.fr d'accord. où, tu t'inscris et tu reçois chaque jour pendant 21 jours, des conseils, des recettes de cuisine, un peu tous les éléments qui te permettent de démarrer un régime vegan
Et donc, tous les jours, en fait, tu as des conseils et on t'incite à, voilà, à adopter ce genre de régime. Alors bien sûr, encore une fois, hein, c'est l'utilisateur qui l'a choisi, hein, c'est pas du harcèlement, du harcèlement en ligne, mais c'est on a le principe ici d'influence normative où on va t'envoyer des informations qui te disent: «Eh ben, c'est super d'être végane» et du coup, ça va renforcer chez toi ta motivation et ça va, déclencher des comportements où tu vas dire: «Ah bah tiens, ce midi, je vais essayer une recette» et cetera. D'accord, OK, je comprends. Un autre principe que je trouve intéressant aussi, c'est la coopération. Donc moi, j'avais vu un exemple, sur, l'application, Quiet Now, qui est une application pour arrêter de fumer, D'accord. où tu as un espèce de forum et les gens, ils peuvent dire, «Ben, moi, j'ai arrêté de fumer depuis une semaine», et les autres, ils le félicitent, ils disent: «Ah, c'est super et tout, vraiment, c'est bien, continue comme ça» et cetera et donc là, on n'est plus dans la comparaison sociale et la compétition, mais on est plutôt dans la coopération où les gens, même des gens qui se connaissent absolument pas, sont juste sur cette application, parce qu'ils ont un but commun et donc ils connaissent un petit peu, ils sont passés par là ou ils sont en train de réaliser ce défi et donc ils se soutiennent, les uns les autres. D'accord, OK. Ah oui, c'est intéressant. Donc voilà, donc je vous ai cité quelques principes, des 28 qui sont proposés par ces 2 chercheurs. Je vais pas détailler plus parce que je pense que ça fait déjà pas mal d'infos pour nos auditeurs. Encore une fois, vous pouvez les retrouver, hein, donc moi je les détaille, en français sur mon site. Après, vous pouvez retrouver les articles aussi, scientifiques, en anglais sur internet. D'accord, OK, merci. Donc, après avoir nous avoir expliqué, ces principes, finalement, alors comment moi, designer, je peux les utiliser dans la conception d'une interface? Alors, tu peux, les utiliser, ça te permet de te dire: «Bah, à tel moment, je peux utiliser tel ou tel principe». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça rentre dans un parcours, général de Mmh. l'utilisateur. L'utilisateur, s'il est, sur ton application ou sur ton site, parce qu'il a envie de réaliser quelque chose, donc il a envie de changer de comportement, eh bien, tu vas lui proposer un parcours. Moi, un parcours que j'avais bien aimé, qui utilise pas mal de ces principes-là, c'est Ulule. Il y a D'accord, quelques mois, j'ai fait un financement participatif, et donc c'était la première fois que je faisais ça, donc j'avais vraiment besoin d'être accompagnée, et du coup, je trouvais que leur site était très bien fait de ce point de vue-là parce que ça m'a permis de rapidement monter en compétence, sur, comment, parler de mon projet, à qui en parler, à quelle étape et cetera d'accord, et donc ils intègrent vraiment plusieurs principes, dans des parcours. Donc au départ, tu t'inscris et ils t'envoient un petit message, c'est une personne qui te suit, en particulier, qui répond à toutes tes d'accord. questions, Ah, c'est bien. mais qui te propose un petit parcours avec des petites vidéos qui sont très courtes, pour te dire, bah, voilà déjà comment il faut, décrire un peu ton projet. Donc D'accord. Ah, c'est bien, oui. ouais, toutes les infos, comment tu fais pour avoir une page qui est attractive, qui est simple, qui explique, bien ton projet, qui est, entre guillemets «vendeur», tu vois? Et donc dans ce petit message là, je l'ai sous les yeux, il fait, 7 lignes et tu as déjà pas mal d'heures de boulot, de contenu pour t'accompagner et c'est des contenus qui sont assez motivants. Mmh. Et à chaque étape, tu vois, tu as démarré ton projet, au bout de 5 jours, ils viennent ou 3 jours, ils viennent te voir, ils te disent: «Alors, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as envoyé à telle personne, telle personne?» Tu peux aussi, tu pourrais aussi diffuser, auprès de la presse locale, par exemple, D'accord. enfin voilà, à chaque étape, ils t'accompagnent Mmh. et donc ils utilisent, notamment des principes de simplification, j'en ai parlé, encenser l'utilisateur, rappel de l'objectif, suggestion, donc je viens d'en parler, hein, suggestion des actions qu'on pourrait mettre en place pour améliorer le projet et cetera. D'accord.
OK. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de penser le parcours de l'utilisateur avec en support ces principes et de voir comment on pourrait, soit les appliquer, soit les transposer. Tu vois? Encore une fois, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe bien chez les autres pour les appliquer à soi. D'accord, OK. C'est intéressant parce que, finalement, oui, le produit ou la marque, grâce à ces principes, peut, très bien se détacher de la concurrence, finalement. Bah, tout à fait, hein. C'est vrai que le service, j'y pensais, hier, tu vois? Le service, d'Ulule, la manière dont c'est fait, c'est, si tu pouvais appliquer ça, notamment dans des services administratifs qui fonctionnent pas très bien parce que, tu tombes, jamais sur le même interlocuteur, parce que, tu découvres au fur et à mesure, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on te demande comme document administratif et cetera. Enfin, si on pouvait être guidé de cette manière, on gagnerait mais un temps fou, Oui, quoi. oui, c'est clair et effectivement, tu reviens des principes administratifs ou des services administratifs quand tu commences à faire, une action et puis d'un seul coup, tu te dis: «Oh là là, il faut que je fasse tout ça avant et il faut que je récupère tous ces documents-là, mais où est-ce que je vais aller les chercher?» Et puis là, tu as aucune aide, on te dit pas où est-ce que tu dois aller les chercher, là tu te dis: «Là, c'est fini quoi, j'abandonne ce que j'étais en train de faire parce que je peux pas le faire quoi, c'est pas possible quoi. C'est trop long et trop compliqué et j'abandonne quoi». Ouais, bah, des fois, tu peux pas abandonner, hein. Là, j'ai l'exemple en tête de mon beau-père qui s'inscrivait à sa caisse de retraite. Donc là, bah, tu Mmh. te dis pas: «J'abandonne», tu vois? «J'abandonne ma retraite». Ouais, ouais, bien sûr, Et ouais, en ouais. Ouais. fait, il avait un formulaire, bon, c'est du détail, hein, UX, mais il avait un formulaire et il fallait pas qu'il mette d'accent, mais sauf que le système te le disait jamais, quoi. Et donc Ouais, bien il sûr. fallait deviner qu'il fallait pas mettre d'accent dans le champ, c'était tout un champ, bon bref. Enfin, des choses comme Oh ça, là là, c'est bon, il y a des ouais choses vraiment et ça malheureusement, ça arrive encore, trop souvent, ces «erreurs informatiques» entre guillemets de programmation ou je sais pas, de développement et ça arrive malheureusement trop souvent que dans les administrations ou dans les services publics, effectivement. Et par rapport à ces principes, est-ce qu'il existe des conditions dans lesquelles ces principes ne fonctionnent pas ou sont contre-productifs? oui, alors, là, je pense à 2 exemples. Le premier cas, c'est celui où on a un facteur déclencheur du comportement qui est plus fort que les principes de Wanas, Kukkonen et Aryuma. Hem D'accord, Donc, par exemple, le supplément d'âme, ça ils en parlent pas, mais je pense à la librairie.com, qui est un regroupement de librairies indépendantes, qui offre un service, concurrent à Amazon. Notamment quand tu cherches un livre, qui est pas dans toutes les librairies, bon, soit tu te déplaces dans ta librairie, tu commandes le livre, ils l'ont, tu te redéplaces pour aller chercher le livre. Mais si tu veux l'avoir en ligne, et bien, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une base de données qui est assez grande pour que le site, puisse, te l'envoyer directement. mmh, Et donc, bah, c'est un peu l'avantage d'Amazon, hein, c'est qu'ils ont une liste énorme. Et là, les librairies indépendantes se sont, associées pour, proposer un site. Et donc quand tu achètes un livre chez eux, en fait, ça peut être une librairie, de Brest, une librairie, de Clermont-Ferrand et cetera. Mais en tout cas, ça leur permet de proposer une base de données, assez gigantesque. Et donc, ben, il y a des principes, qui sont peut-être, plus pertinents, mieux présentés sur Amazon, tu vois? En termes, vraiment purement UX, le site d'Amazon est quand même mieux foutu. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce supplément d'âme où tu te dis: «Bah, si je je commande sur, la librairie.com, eh bien, je vais faire vivre, des libraires indépendants, je vais éviter de nourrir, le monstre Amazon et puis avec, tout ce qu'il y a derrière, mmh, tu vois? mmh mh. Mais, et du coup, ça, je pense que c'est des choses le supplément d'âme qui peuvent, en fait, être des principes qui sont encore plus forts que les principes que je viens de te décrire. D'accord, OK.
Et donc, avant de conclure cet épisode, Liv, tu voulais nous annoncer une surprise. Ah oui. Alors, quelle est cette surprise alors? Oui, oui, tout à fait. Pour certains, ce ne sera plus une surprise au moment où ce podcast va sortir, mais donc j'ai publié la seconde édition de mon livre qui est sorti début mars. 35 bonnes pratiques en UX design, les fondamentaux de la psychologie numérique, aux éditions Erol. Donc la première édition a bien marché, et pour ceux qui sont attentifs, vous avez sûrement repéré qu'il y a 2 bonnes pratiques en plus. Évitez la surcharge cognitive et mettez en pratique l'éco-conception. Ah, sympa ça. Ça, c'est bien, c'est cool ça. Et je suis très contente aussi d'avoir pu intégrer 4 UX designers qui m'ont aidé sur ce nouveau projet. Donc, Carole Lémé, Corinne Lelier, Alexandre Duhart et Quentin Kunzmann. Donc, je suis vraiment heureuse qu'ils aient pu contribuer à mon livre. Et puis, j'ai ajouté par rapport à la première édition plus d'exemples, des illustrations pour présenter les applications possibles de mes bonnes pratiques. Donc, j'espère que cette seconde édition vous plaira. Et puis, je prévois aussi, au printemps et puis à la rentrée en septembre prochain aussi, de faire de proposer des ateliers, des conférences à Nantes, à Paris, éventuellement ailleurs, pour la communauté. Et donc, pour connaître toute cette actu, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est super. Et j'espère que ça sera un gros succès pour toi, en librairie, etc. Je pense que oui. Et le premier tome, c'était bien vendu, ou t'as eu de bons retours des lecteurs? Oui, en général, quand les éditeurs te proposent une seconde édition, c'est que la première a été plutôt bien accueillie. Donc ça, vraiment, non, en plus, j'ai eu des très bons retours. Je t'avoue que j'avais un peu peur au début quand le livre est sorti, d'avoir fait des erreurs, etc. Enfin, d'avoir des retours critiques. Mais non, le livre a été plutôt bien accueilli, donc c'est chouette, et j'ai pris beaucoup de plaisir là à refaire une seconde édition, à améliorer encore mes textes, à agrémenter avec des nouveaux exemples, à l'enrichir un petit peu. D'accord, super. Donc maintenant, nous arrivons à la conclusion de l'épisode, Liv, et je voudrais te laisser cette conclusion. Donc c'était, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, quel serait ce conseil, s'il te plaît? Alors, chaque designer peut se poser la question: comment puis-je encore mieux engager mes utilisateurs? Quels principes me permettraient de rendre mon service plus motivant, plus fun, et que l'utilisateur puisse mieux percevoir les enjeux de mon service et s'y impliquer? Moi, je pense que 95% du temps, il y a des marges de progression dans les designs, et qu'on peut apporter un service qui soit plus engageant. Et pour cela, moi, je vous ai proposé donc de s'appuyer sur les principes et le modèle de Fogg pour pouvoir penser le design vraiment de manière très engageante, et aider la personne à venir réaliser ce qu'elle est venue faire chez vous. Et puis, pour finir, moi, mes 3 qualificatifs à moi pour d'un bon design, c'est, en tant que designer, on doit rendre l'usage engageant, impactant et séduisant. Voilà, donc tu vois, Laurent, ça fait encore 2 podcasts à faire ensemble. Bien volontiers, Liv. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu, d'être venu sur Design Plus, d'avoir partagé tes connaissances avec nous. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup à toi, Laurent, de m'avoir invité. Et puis, c'était un vrai plaisir de vous présenter ces principes que je trouve vraiment intéressants. Je suis sûr que cet épisode vous aidera à mieux comprendre comment mettre en place une méthode, des parcours pour que vos utilisateurs adoptent mieux votre interface, votre produit ou votre service. Dans la description, vous trouverez également le lien de la vidéo que Liv a citée durant cette interview.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Et enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut! Design